Bonjour à tous, nous sommes le 19 juillet 2026 et de nouvelles frappes secouent l'Iran, mais elles semblent se concentrer sur ce qui semble être des installations de missiles balistiques profondément enfouis, ainsi que sur les quartiers généraux du CGRI. Donc la vengeance est bel et bien à l'œuvre de la part des membres des forces armées qui ont été visés et touchés en Jordanie. Ces images, ici, ont été publiées par le CENTCOM hier soir vers 21h-30h de la côte Est. C'est la 8e nuit consécutive où la puissance aérienne américaine s'abat sur l'Iran. On parle de Bandar Abbas, tout au sud, jusqu'à Téhéran, qui sont complètement frappés. Les installations de surveillance côtière ont été détruites. Nous voyons l'infrastructure de missiles balistiques subir certaines des plus grosses explosions jamais observées, avec des bombes anti-bunkers qui détruisent les sites de défense aérienne du CGRI, les dépôts de missiles et de drones, les capacités maritimes, et cela pendant 8 nuits consécutives. Et la nuit dernière a été différente des autres. Le CENTCOM n'a pas seulement affaibli les forces lors de la 8e vague de frappe, ils ont utilisé des déclarations qu'ils n'avaient pas encore employées dans cette campagne, à savoir des représailles rapides, une volonté de punir et de se venger pour ce que l'Iran a fait aux militaires en Jordanie. Donc ce n'est pas un simple communiqué de presse. C'est un message qui pourrait être signé par le B-52, certainement par le F-16, le UA-18G, le F-15E. La guerre électronique s'associe parfaitement avec le B-52. Alors le B-52 est-il de retour dans ce conflit ? Ce n'est pas encore confirmé, mais nous allons parler de l'EJASM des missiles air-sol à longue portée, version à portée étendue. On a abordé l'acronyme TOW aujourd'hui et comment ceci pourrait être parfait pour les frappes précises que nous voyons en ce moment. Et le B-52 fonctionne parfaitement avec l'attaque électronique du UA-18G Growler. Et la raison de ce message, on ne peut plus clair à l'IRGC, c'est que 2 militaires américains ont tragiquement été touchés en Jordanie par un missile balistique iranien. C'était vendredi. L'IRGC a attaqué la base avec des missiles balistiques et des drones, et ils pensaient que la conversation était terminée. Non, ce n'était que le début de la conversation. Malheureusement, il semble que certains des missiles intercepteurs aient tenté d'atteindre le missile balistique. Ils ont réussi à en toucher plusieurs, mais évidemment, un tir chanceux peut quand même passer. Le CENTCOM a lancé la 8e salve avant que les généraux iraniens ne commencent à rédiger un communiqué de presse, bien qu'ils en aient déjà écrit beaucoup, la rhétorique reste très élevée. Mais nous allons parler d'un point de vue opérationnel, de la façon dont cela se passe lorsqu'un B-52 fait équipe avec un F-16 et un EA-18G Growler, comment cette symphonie de puissance aérienne fonctionne réellement. Le B-52 effectuerait-il des frappes à longue portée avec ses JASSM ? Pourrait-il réellement survoler le territoire iranien en ce moment ? Nous allons parler de tout cela. Et puis aussi, l'Iran a lancé hier encore plus de missiles balistiques vers la Jordanie et ils ont été interceptés par Israël et certains débris sont tombés en Israël même. Alors, l'Iran essaie-t-il de mettre Israël en garde ? Nous allons aborder tout cela tout au long de cette vidéo. Et restez pour la section Tour d'horizon mondial parce que ce que l'Ukraine vient de faire en Russie est absolument incroyable. Voici un petit extrait de ce qu'ils ont fait à un entrepôt près de Moscou. Et cela pourrait être la plus grande cible stratégique touchée de toute la guerre, donc on y reviendra vers les 3/4 de la vidéo. Donc en gros, le CENTCOM entame la 8e nuit d'opération. On dirait que la 9e nuit d'opération est probablement la prochaine au programme pour l'Iran. Parlons de ce qui s'est passé en Jordanie et des détails qui ont permis à ce missile balistique iranien de passer. Le CENTCOM a confirmé que 2 militaires américains avaient été tués au combat alors que des forces partenaires se défendaient contre des attaques iraniennes de missiles balistiques et de drones. Avant d'aller plus loin, je veux dire que c'est tragique. Ce sont des trésors nationaux et mes pensées vont aux familles de ces militaires. Un autre militaire serait porté disparu lors de la réalisation de cette vidéo. 4 autres ont été évalués médicalement et tous ont depuis été libérés de l'hôpital et ont repris du service. Les 2 qui sont tombés sont les 15e et 16e militaires américains à perdre la vie dans la guerre contre l'Iran. Ce sont cependant les premiers depuis les premiers jours du conflit. Et Donald Trump a déclaré que c'était une chose très triste et a qualifié cela de prix suprême et de sacrifice ultime payé pour empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire afin de protéger le reste du monde. Le département d'État a lancé une alerte de vigilance mondiale à tous les Américains, une première depuis les premières semaines de la guerre. Donc en revenant à ce même niveau de menace, le monde vient de devenir un peu plus petit à ce stade, mais les enjeux sont devenus incroyablement plus élevés, surtout pour le CGRI.
Le CGRI savait évidemment ce qu'il visait. Ce n'était pas un changement de ciblage fait à la dernière minute, il cherchait stratégiquement à faire cela depuis longtemps. Des missiles balistiques iraniens ont visé cette base en Jordanie. Et la Jordanie est un pays qui se défend contre les attaques iraniennes depuis des semaines, interceptant des missiles balistiques iraniens, des missiles de croisière, des drones, pendant plusieurs nuits consécutives. Et la Jordanie est un allié majeur des États-Unis, c'est pareil pour le Koweït. Et l'Iran vient juste d'annoncer cela, ce qui est incroyable. Ils viennent d'annoncer envisager une campagne terrestre au Koweït pour prendre les bases militaires américaines. Bonne chance avec ça. Il n'y a absolument aucune chance que cela se produise sans supériorité aérienne. Mais avec les gardiens de la Révolution, qui sait ? Ils sont assez fous pour peut-être essayer. Voici la réponse du CENTCOM, arrivée en quelques heures et non en jours. Évidemment, la 8e nuit consécutive de frappe allait avoir lieu de toute façon, mais il semble que le quartier général des gardiens de la Révolution, voire même des bunkers, ait été visé et pourrait être lié à la direction. Plus de frappes contre la direction et des représailles sont-elles prévues ? Cela sera décidé bientôt. La déclaration du CENTCOM indiquait que les frappes visent à réduire la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et à punir rapidement les forces du corps des gardiens de la Révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains en Jordanie la nuit dernière. C'est une représaille pour cela. Punir vite les forces des gardiens de la Révolution. Les présidents iraniens, si on peut les nommer ainsi, sont aussi membres de ces gardiens, ils ont juste changé d'uniforme. Ces gars viennent des gardiens de la Révolution et un jour, ils ont juste mis un costume. Ils disent « Regardez, nous sommes magnanimes et protégeons nos compatriotes ». C'est du genre « Attendez, n'avez-vous pas ordonné l'exécution d'environ 10 000 de vos compatriotes avant d'enfiler ce costume ?» Et eux, ils disent « Oui, mais maintenant nous sommes différents, maintenant nous sommes présidents. Hourra !» Ces présidents issus des gardiens de la Révolution au pouvoir me donnent cette impression. Et Majabat et Khamenei a récemment publié des messages disant que les États-Unis ont violé le protocole d'accord. Donc encore une fois, il essaie totalement de retourner la situation et de manipuler exactement comme un bon dignitaire religieux islamique radical et terroriste devrait le faire. Il reste fidèle à ce qu'il est. Vous savez, un zèbre ne peut pas changer ses rayures. Un scorpion va piquer et le Majabat et Khamenei, l'ayatollah en carton, va manipuler. Tout cela va ensemble. Ensuite, punissez rapidement les forces du CGRI. C'est la première fois en 8 nuits que le CENTCOM nomme explicitement le CGRI comme cible d'une action de représailles. Donc c'est devenu personnel à ce stade. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'armée. Quand vos frères ou sœurs d'armes sont visés, ça devient forcément personnel pour ceux qui sont impliqués. On reste professionnel, on se concentre et on accomplit la mission, mais au fond de soi, on sait qu'on le fait pour les camarades tombés. Donc le grand tournant ici, c'est le vocabulaire employé et cela amène la question de ce que pourraient être les plateformes américaines. Les plateformes de frappe n'ont pas encore été entièrement confirmées, mais nous savons qu'il y a eu plusieurs rotations, plusieurs sorties de B-52 autour de Fairford ou d'autres bases en Angleterre, alors qu'ils effectuent potentiellement des missions de combat. Ce n'est pas encore totalement confirmé, mais 3 plateformes sont parfaitement adaptées et coordonnées pour ce que nous voyons actuellement. Eh bien, je dirais plutôt 4, parce qu'il faut compter le groupe aéronaval qui est en train de décimer complètement ses cibles avec des missiles de croisière Tomahawk. Groupe aéronaval, vous êtes incroyable. Ne vous inquiétez pas, je vous ai inclus à la dernière minute, au moins je m'en suis souvenu, mais je voulais surtout parler aujourd'hui de 3 plateformes aériennes. Et ce sont le B-52, le F-16 et le EA-18G Growler, c'est un trio improbable. Peu de gens envisagent que ces appareils puissent collaborer, c'est pourquoi je voulais en parler, car l'équipe ainsi formée n'a même jamais été prise en compte par les planificateurs de la défense aérienne iranienne. C'est l'équipe contre laquelle on t'avait mis en garde. Et l'Iran demande « Quelle équipe ? Quel trio ?» On va en parler maintenant. Le UA-18G Growler, ce dispositif fonctionne toute la nuit et il plonge tout dans l'obscurité. Donc la doctrine ici, c'est que rien dans ce dispositif ne fonctionne sans que le UA-18G n'entre en premier et n'assure le brouillage. Le Growler est le spécialiste de la guerre électronique, un avion embarqué biplace dérivé du FA-18F Super Hornet, et les armes sont remplacées par un système de brouillage AN/ALQ-99 et des missiles anti-radar à grande vitesse AGM-88. Oui. Quand le Growler n'est pas déjà assez impressionnant, ajoutons-lui des missiles anti-radar presque aussi grands qu'un demi-poteau téléphonique. Ça promet d'être amusant.
Attends, c'est ça le remède à la solitude de nos jours? L'épidémie des gens sans amis? Il suffit de sortir avec tes amis avec des missiles anti-radar accrochés à ton EA-18G Growler, mais son rôle est d'aveugler le réseau de défense aérienne intégré de l'Iran avant que les missiles de croisière du B-52 ou les JDAM des F-16 n'atteignent leur cible. Voici comment ça fonctionne. Le radar de défense aérienne iranien s'allume pour essayer de suivre le groupe entrant. Le Growler capte cette émission radar, identifie la fréquence et a deux options. Il peut le brouiller électroniquement, inondant les fréquences de parasites jusqu'à ce que l'écran de l'opérateur radar devienne blanc. Oui, c'est si intense que l'écran ne noircit même pas, il devient blanc. C'est en fait un plus gros doigt d'honneur. Si tu éteins et que l'écran devient noir, il peut croire à une panne. Mais là, ton écran devient blanc. Il devrait mettre un gros emoji qui rit comme « Oh !» Ce serait la meilleure solution. Ou il peut en fait remonter l'émission jusqu'à la source avec un missile anti-radar en ciblant précisément ce faisceau radar, et il peut mettre ce site radar hors service de façon permanente. Ça va bien au-delà de simplement rendre l'écran blanc. En pratique, pourtant, il fait les deux, souvent simultanément contre plusieurs émetteurs. Lorsque le groupe de frappe survole la cible, l'image radar de l'Iran ressemble à une tempête de neige, rendant les opérateurs aveugles. À ce moment, ils auraient besoin de lunettes de ski. Le Growler ne fait pas la une, mais la rend possible. Il passe en premier, jouant le rôle offensif, sans toujours recevoir le mérite. Ce n'est peut-être pas l'avion le plus impressionnant, mais c'est lui qui rend tout possible. Et tout cela revient à dégager cette voie électronique pour que le EA-18G Growler puisse permettre à tout ce qui le suit de passer. Derrière lui, il pourrait y avoir ce magnifique B-52, le Sugar Daddy des bombardiers, qui vole depuis près de 70 ans et transporte toujours la plus grosse charge de toutes. Oui, plus de 70 000 livres d'armement et il a 70 ans. Oui, à ce stade, je pense qu'il rivalise plutôt bien avec les jeunes loups. Le F-16, parfois appelé le Fighting Falcon, c'est une petite anecdote peu connue. Quiconque l'a piloté l'appelle généralement le Viper. Si quelqu'un l'appelle le Fighting Falcon après l'avoir piloté, je lui demanderai « Eh, ça va aujourd'hui? Tout va bien à la maison ?» Parce que tu viens d'appeler le F-16 le Fighting Falcon et personne n'a vraiment envie de l'appeler le Fighting Falcon. 30 ans de combat compressés en une seule nuit. Le F-16 Block 52 et Block 50 est le cheval de bataille des frappes de précision de cette campagne et il est en service depuis des décennies. Il fait ce travail depuis plus longtemps que la majorité des opérateurs de la défense aérienne iranienne ne sont au monde. Le radar AN/APG-68 du F-16 et les GBU-38 JDAM permettent de placer des munitions de précision sur une cible à travers une fenêtre d'un bâtiment spécifique par tous les temps, contre une cible identifiée des heures plus tôt par le renseignement, la surveillance et la reconnaissance ISR, que le pilote n'a pas vu avant de monter dans l'avion. Le F-16 assure les frappes de précision à courte portée dans ce dispositif. C'est aussi celui qui pourrait absolument anéantir les quartiers généraux du CGRI, les nœuds radars côtiers, leurs installations de surveillance, les sites liés aux capacités navales qui exigent une précision au point près plutôt qu'un effet de zone totale. Très bien, maintenant place au grand coup et vous savez quoi, le grand Sugar Daddy. Je pense qu'il y a un grand-père Sugar Daddy. Le grand Sugar Daddy, c'est comme ça que je vais appeler le B-52 Stratofortress, l'avion qui volait avant même la naissance du gouvernement iranien. Et c'est le B-52H. Le Stratofortress est entré en service en 1961. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a été fondé en 1979. Le B-52 a 18 ans de plus que l'organisation qu'il cible actuellement et il a été modernisé tellement de fois depuis 1961 que le seul composant d'origine sur un modèle H moderne est essentiellement la cellule elle-même. Il a été complètement démonté et reconstruit. Le B-52H transporte jusqu'à 20 missiles de croisière AGM-86B à lancement aérien en emport externe, plus des armes supplémentaires à l'intérieur. Ou il peut transporter le JASM-ER, un missile de croisière tiré à distance de sécurité, d'environ 800 km de portée avec une faible signature radar qui navigue de façon autonome après son lancement. Je veux dire, la technologie ici est incroyable. Le B-52 n'entre pas simplement dans l'espace aérien iranien, il n'en a pas besoin. Il peut orbiter à haute altitude, en dehors des zones de menace, ouvrir le lanceur rotatif dans la soute à bombe, larguer des missiles de croisière qui volent à basse altitude en suivant le relief jusqu'en Iran, et le missile trouve les cibles. Pendant que le B-52 fait demi-tour ou prépare un café, il a une machine à expresso, non, sinon il devrait en installer une.
Mais le réseau de défense aérienne du CGRI a été conçu pour détecter et engager des avions. Il n'a jamais été conçu pour suivre 20 missiles de croisière volant à 150 mètres d'altitude simultanément depuis différents vecteurs d'approche. C'est là le cadeau du B-52 à cette campagne. L'équipe fonctionne ainsi. Le EA-18G ouvre le couloir électronique. Le F-16 délivre des munitions de précision contre les cibles de grande valeur à proximité que le Growler a maintenant aveuglées. Le B-52 pourrait lancer à distance des missiles de croisière contre des infrastructures fixes nécessitant une grande portée. 3 vecteurs de menaces complètement différents arrivent simultanément. Le réseau de défense aérienne de l'Iran, déjà affaibli par 7 vagues de frappes précédentes, fait maintenant face à une attaque d'un appareil vieux de 70 ans, conçu pour exploiter chaque faille. Et la rhétorique de l'Iran est au niveau 15. Je pense qu'ils sont à court de niveau pour qualifier leur rhétorique. Ils disent que la signature des États-Unis ne vaut rien et n'est pas valide. Les États-Unis ont commis des violations répétées de l'accord avec Téhéran. L'Amérique recevra des leçons qu'elle n'oubliera jamais. C'est une déclaration du guide suprême, l'ayatollah en carton, qui dit en gros que les États-Unis ont violé le protocole d'accord alors que tout le monde sait qu'ils n'étaient tout simplement pas censés tirer sur des navires commerciaux. C'était littéralement la seule chose que vous n'étiez pas censé faire. Et ensuite, ils ont mutilé et éliminé 12 marins et ils disent que c'est votre faute. Nous essayons simplement de mettre en place une approche de sécurité pour que les marins puissent passer en toute sécurité. Et ils étaient tellement au sud et il aurait pu y avoir une mine, alors nous avons décidé de simplement faire exploser leur navire. C'était pour eux. Je veux dire, la manipulation ici, la façon dont ça pourrait être un mauvais X, les parallèles, les gars, c'est vraiment profond. Ils ont aussi affirmé qu'une grande partie des capacités militaires de l'Iran restent inutilisées. Et si les attaques américaines continuent, la réponse de l'Iran ira au-delà des attentes de l'ennemi et pourrait ouvrir de nouveaux fronts. C'est peut-être de cela qu'ils parlent lorsqu'ils disent qu'ils pourraient potentiellement lancer une invasion terrestre au Koweït. Et qui sait, ils pourraient tenter le coup. Je veux dire, le CGRI tenterait n'importe quoi. Rappelez-vous, ils élimineront volontiers tous les leurs pour protéger le régime. Ils couleront avec le navire. Ils enverront le CGRI à l'abattoir. Ils s'en fichent complètement. Ils utiliseront cela pour une victoire de propagande auprès de leur peuple. On passe maintenant au tour d'horizon mondial. Voici le sujet principal que je souhaite aborder. L'Ukraine a frappé la chaîne d'approvisionnement en drones de Moscou. Wildberries était en feu. Les frappes étaient coordonnées et visaient l'entrepôt où est approvisionné l'effort de guerre russe en drones. L'Ukraine a envoyé 379 drones dans l'espace aérien russe dans la nuit du 18 juillet et a mis au jour le dispositif logistique derrière tout le réseau de production de drones de Moscou. 2 énormes centres logistiques russes dans les régions de Moscou et de Tambov ont été frappés, y compris un centre de traitement des commandes de Wildberries dans la ville d'Alexo-Elektrostal, au sud de Moscou. 8 personnes sont tombées et plus de 60 ont été blessées. Zelensky a confirmé sur X que les installations servaient à approvisionner en composants sanctionnés pour la production de drones et d'équipements de navigation. Les défenses anti-aériennes russes ont intercepté 379 drones ukrainiens dans 19 régions en Crimée, en mer d'Azov et en mer Noire, marquant le plus important déploiement nocturne de drones ukrainiens depuis le début de la guerre. Vous avez évoqué l'analyse stratégique sur l'échiquier, alors discutons de la situation actuelle sur l'échiquier. L'armée américaine vient de repositionner des avions ravitailleurs supplémentaires de l'aéroport Ben Gourion vers des bases militaires israéliennes. Les avions ravitailleurs en vol sont le multiplicateur de force invisible qui détermine la portée. Sans eux, les avions d'attaque ont une limite opérationnelle fixe. En les plaçant plus en profondeur dans le théâtre d'opération, le plafond s'élève nettement. Ainsi, les B-52 peuvent voler partout sur Terre grâce au ravitaillement en vol, mais c'est aussi le cas du B-2 Spirit. Le B-2 Spirit peut effectuer des missions depuis les États-Unis continentaux, mais il aura besoin de ces avions ravitailleurs en vol, désormais repositionnés plus près du conflit. Qui sait ? Est-ce que le B-2 Spirit sera le prochain sur la liste ? Le président Trump a déclaré que la montagne Pickaxe est prête pour un gros tir. Donc stratégiquement, est-ce que cela va arriver ? Est-ce que ce serait quelque chose que les États-Unis pourraient faire ? Juste pour porter le coup de grâce, nous verrons comment cela va se passer. Mais souvenez-vous, le ravitaillement en vol est en fait la seule façon de déployer la puissance aérienne. Donc les B-52, les B-2, tout semble prêt à partir, prêt à passer à l'action.
À ce stade, de hauts conseillers de l'administration Trump publient en fait une vidéo sur X montrant un B-52 volant avec des F-22. Alors, est-ce que ce sera la prochaine chose que nous verrons? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur X. Suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas pratiquement tous les jours. Et si vous voulez recevoir un email hebdomadaire de ma part pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, rendez-vous sur maxafterburnerenergy.com et inscrivez-vous à notre liste de diffusion. Merci beaucoup d'avoir regardé les amis, ici Ryan, aussi connu sous le nom de Max Afterburner, à bientôt.